bonjour. Bonjour. Parlons un peu des racines spéculatives de la maçonnerie. Est-ce que ces racines sont liées aux curiosités de la Renaissance ou elles vont même plus loin, elles empruntent aux anciens mystères? Alors, juste avant de répondre à votre question, je viens de traduire, mais je n'étais pas tout seul. La principale partie de la traduction a été faite par Georges Lamoine, qui est un professeur émérite d'anglais et qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un premier qui parlait de l'Arche royale et qui était aussi une traduction de Bernard Jones. Alors, pour revenir à votre question, on me parlait des racines de la franc-maçonnerie. Elles seront de 4 ordres. Elles sont à la fois philosophiques, elles sont religieuses, elles sont historiques. Si on mélange toutes ces racines, on arrive bien sûr à une explication certaine et saine de ce que peut être l'histoire de la franc-maçonnerie. Le compendium est un mot latin qui signifie abrégé d'un corpus historique. Donc cet ouvrage est à la fois un guide qui nous illustre le cheminement du maçon et surtout une histoire de la maçonnerie très simple, telle que nous le faisaient nos instituteurs d'antan, c'est-à-dire claire, pédagogique et discursive. Alors, on ne va pas pouvoir aborder la multitude de thèmes traités dans ce compendium, mais il y a quelques questions qui titillent la curiosité des maçons de toutes les obédiences. Les Rosicruciens et la franc-maçonnerie. Est-ce que Elias Ashmole, auteur alchimique, membre de la Royal Society, pensait il était lui-même rosicrucien, est-ce que le rosicrucianisme a été une doctrine influente ou est-ce qu'elle s'est amalgamée à la maçonnerie? Alors, c'est plutôt la franc-maçonnerie qui a repris quelques thèmes du rosicrucianisme, dans la mesure où les études comparatives du rosicrucianisme montrent qu'il y a parfois quelques rapports d'analogie entre l'histoire de la franc-maçonnerie spéculative et le mouvement rosicrucien, comme il y en a en ce qui concerne l'histoire des Templiers. C'est ce que nous explique Jones, très simplement, en reprenant des éléments historiques. Mais à propos de l'ouvrage de Jones, il faut quand même remarquer que cet ouvrage a 50 ans et qu'on pourrait penser qu'il s'adresse seulement aux frères et aux sœurs qui travaillent dans un rite anglais, style émulation, York ou standard d'Écosse. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. C'est un ouvrage, comme je vous le disais, très simple, pédagogique, qui permet pas à pas, pour tout maçon, quelle que soit son obédience, d'apprendre ce qu'est l'histoire en général et l'histoire maçonnique des rites en particulier. Parlons de clarté et de clarification. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur accepté, admis et franc et accepté? Alors, en ce qui concerne l'acceptation, c'est le fait que des maçons qui n'étaient pas du métier, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une pratique professionnelle dite opérative, puissent être acceptés en loge, comme les membres de la Royal Society, comme Elias Ashmole. En ce qui concerne d'entrée, c'est le terme qu'emploient les francs-maçons anglais pour francs-maçons, pour apprentis. On les appelle des apprentis entrés. Comme vous le savez, il existait seulement avant 1735 que 2 grades, apprentis entrés et compagnons. Les Écossais employaient un autre terme, ils parlaient d'admission. En réalité, c'est le même terme qui évolue en fonction du pays. Et franc et accepté? Franc-maçon et accepté, c'est la distinction linguistique que l'on fait entre le français et l'anglais. Comme vous le savez peut-être, on parle de franc-maçonnerie en France et dans les pays francophones, mais en anglais, on emploie le terme craft, qui signifie métier. Donc, en anglais, le mot franc-maçonnerie est un mot qui est lié. En anglais, en français, il est séparé. Autrement dit, on fait une distinction linguistique entre l'emploi d'un terme qui caractérise la franc-maçonnerie anglo-saxonne et la franc-maçonnerie française. Alors, dans la franc-maçonnerie anglaise, il y a eu un grand schisme, les anciens et les modernes, entre 1751, qui s'est résolu par une entente cordiale en 1813. J'ai cru comprendre... Un acte d'union. Un acte d'union. Entre anciens et modernes, j'ai cru comprendre que les anciens étaient plus jeunes que les modernes. Est-ce que
quelque part, vous pouvez nous parler des points de différence au niveau des grades, au niveau de la déchristianisation, au niveau du maître installé, par exemple, qui sont des points de différence. Alors, prenons des dates parce que c'est plus simple. En 1717, a priori, s'est créée la Grande Loge des modernes. Je dis bien a priori parce que les études récentes montrent qu'on a quelques difficultés à avoir des textes qui précisent exactement la date de cette création. On prend généralement 1723 comme base de la création des constitutions d'Anderson, dont nous allons célébrer en 2023 le tricentenaire. 1738, deuxième constitution, avec quelques modifications. 1751, création de la Grande Loge des Anciens, avec la Constitution des Anciens, rédigée par Laurence d'Ermotte. Pourquoi il y a eu ce schisme? Parce que les Anglais pratiquaient une maçonnerie qui était liée à une pratique anglaise, et je dirais entre guillemets protestante. Les Irlandais catholiques et les Écossais étaient plus ou moins évincés. Et la Grande Loge des Anciens, qui en réalité reprochait à la Grande Loge des Modernes, qui était la plus ancienne de par la création de sa date, d'avoir bouleversé un certain nombre d'éléments du rite, d'avoir inversé les colonnes, mais les études récentes ont montré que cette distinction, cette différenciation et ces reproches étaient surtout des reproches qui étaient liés au milieu sociologique. Il est clair que la Grande Loge des Anciens, le public qui la constituait était un public d'ouvriers, on dirait actuellement de cadres moyens, alors que la Grande Loge des Modernes, il y avait beaucoup de nobles et de représentants des corps constitués. Cette différence, la querelle qu'on a appelée des Anciens et des Modernes, a duré quand même pendant 60 ans. Elle s'est résolue pour qu'il y ait à un moment donné ce qu'on a appelé l'acte d'union de 1813 qui a permis de pallier toutes les difficultés. Elle était liée aussi au fait qu'il y avait à la Grande Loge des Anciens un grand secrétaire qui s'appelait Laurence d'Ermotte, qui était un homme de pouvoir, un homme affirmé, et qui a eu, comment dirais-je, pendant tout son parcours maçonnique, la volonté de revenir à la tradition, qui a instauré une cérémonie d'installation. Il a été aidé par cela d'un autre grand maçon qui s'appelait William Preston, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Les illustrations de la franc-maçonnerie » et qui est, entre guillemets, la Bible du rite émulation, puisqu'il introduit les demandes par question-réponse, que l'on appelle en anglais les lectures. Alors on va terminer par une question qui titille un peu toutes les obédiences en France aujourd'hui, c'est les landmarks. On en a trouvé historiquement 25, 12, 8, qui quelque part serviraient à établir, pourquoi pas, la régularité. Est-ce que ces landmarks aujourd'hui, ce sont des concepts dépassés, ou est-ce que ça reste des concepts fondamentaux d'après vous? Alors, vous avez abordé le problème de la régularité. J'aime bien le terme parce qu'il est profondément incompris ou mal compris par les frères des obédiences en général. La Grande Loge nationale française est une obédience régulière. Ça n'implique pas que les autres obédiences soient irrégulières. Il faut prendre le terme régulier comme la traduction du terme anglais regular, qui signifie normal. Donc, la Grande Loge nationale française est une obédience régulière dans la mesure où elle obéit aux landmarks édictés par la Grande Loge d'Angleterre en 1929, qui sont au nombre de 8. D'autres landmarks ont été édités, par exemple, par la Commission nord-américaine en 1950, ils sont au nombre de 3. D'autres landmarks ont été édités, par exemple, par Mackay, où ils sont au nombre de 25. Certaines grandes loges américaines ont 50 landmarks. Qu'est-ce qu'un landmark? En hébreu, on appelle ça Gevul. C'est ce qu'il y a dans le Deutéronome. À savoir, il est dit et écrit « Tu ne déplaceras pas la borne ». Autrement dit, on a un carcan qui est relativement simple. Quel est le carcan, par exemple, de la Grande Loge nationale française, qui n'est pas vécu par les frères comme un carcan? Par exemple, on n'aborde ni la politique, ni les problèmes religieux en loge. Il n'y a pas de femmes dans nos temples. Autre carcan, nous ne reconnaissons en France qu'une seule grande loge, la Grande Loge nationale française.
Ça n'implique pas que nous n'ayons pas d'autres relations avec les autres grandes loges. Mais la maçonnerie que nous pratiquons, régulière, selon notre propre régularité, est différente de celle du Grand Orient, de la Grande Loge et même de la Grande Loge féminine. Alors par exemple, quand on sait qu'en Amérique, il y a plusieurs obédiences qui sont reconnues comme régulières, est-ce qu'on peut imaginer, peut-être demain, qu'il puisse y avoir d'autres obédiences qui soient reconnues par la Grande Loge d'Angleterre qui permettraient à tous les maçons, où qu'ils soient dans le monde, de voyager, de se rencontrer? Alors vous faites allusion aux grandes loges américaines. Vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a des grandes loges qu'on appelle mainstream et des grandes loges Prince Hall. Les grandes loges blanches ne reconnaissent pas toutes les loges Prince Hall et vice-versa. Et il y a une commission nord-américaine qui se réunit une fois l'an pour donner des critères de régularité. Donc c'est la raison pour laquelle ce problème est tout à fait complexe. La Grande Loge Unie d'Angleterre ne détient pas tous les pouvoirs. Elle propose et toutes les grandes loges sont indépendantes. Si par exemple une grande loge régulière voudrait reconnaître une autre grande loge régulière qui ne reconnaît pas les critères de la Grande Loge Unie d'Angleterre, c'est sa liberté, elle est indépendante. Mais elle perdrait la régularité qui est attribuée par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Eh bien, merci pour toutes ces précisions et rêvons d'un avenir où les landmarks ne seraient plus des carcans, peut-être, et permettraient de nous reconnaître qui que nous soyons en maçonnerie, dans la mesure où nous travaillons avec des idéaux qui sont proches. Merci.